Commémorer le 5 juin de chaque année, la journée mondiale de l'environnement a pour thème cette année la biodiversité, une source de préoccupation à la fois urgente et existentielle. L'objectif de cette journée est de lancer un appel à l'action pour lutter contre la perte accélérée d'espèces et la dégradation du monde naturel. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de complément d'information avec moi. Sur ce plateau pour parler de cette journée mondiale, je reçois le directeur général de l'environnement, Monsieur Stanislas Stéphane Mouba. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Mais écoutez, avec vous, on parlera d'environnement et certainement de biodiversité. Bienvenue encore une fois de plus. Complément d'info, c'est maintenant. Madame, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce nouveau numéro de complément d'information. Alors, Monsieur le directeur général, d'entrée de jeu déjà, savoir, au niveau du Gabon, on parle de la journée mondiale de l'environnement. On a eu l'habitude à des célébrations assez festives cette année en raison de la pandémie actuelle liée au coronavirus. Est-ce qu'il y aura des manifestations ? Comme vous venez de le dire, Madame, le contexte ne se prête pas effectivement à beaucoup de manifestations et à des rassemblements de personnes. Donc l'essentiel de nos activités cette année vont se dérouler de façon dématérialisée et avec quelques événements très restreints au niveau technique de notre département. Cette année, la communauté internationale a jugé utile de consacrer l'édition 2020 à la biodiversité. Quel est l'intérêt de célébrer la biodiversité ? Alors, il faut d'abord dire que la biodiversité dont on parle, c'est l'essence même de la vie, c'est la diversité de toute forme de vie que nous avons sur notre Terre. Et donc, c'est toujours important de célébrer cette question, mais d'autant plus de la mettre en exergue dans un contexte de pression importante de l'homme sur cette biodiversité-là. On dit souvent que le Gabon dispose d'une biodiversité immense, peut-être l'occasion de revisiter un peu cette biodiversité-là. Alors, quelles sont les espèces, par exemple, endémiques qu'on ne retrouve qu'au Gabon? Est-ce qu'il y a des espèces comme ça qui sont importantes à la vie de l'humanité, mais qui sont essentiellement retrouvées au Gabon? Alors, nous allons avoir une véritable diversité dans notre pays qui en fait sa particularité, qui en fait cette exception gabonaise, j'ai envie de dire, qui rend notre pays crucial au niveau mondial. D'abord déjà par sa couverture forestière. Le Gabon est le deuxième pays qui a le plus grand taux de couverture forestière, avec 88%, après le Suriname. Et ensuite par la diversité effectivement des espèces que nous avons, notamment plus de 1000 espèces de poissons recensées dans notre pays, des centaines d'espèces de mammifères en tout genre, et également sur une faune et une flore extrêmement riches. Donc sur tous ces sujets-là, le Gabon fait aujourd'hui office de laboratoire pour la planète, mais également de dernier refuge pour certaines de ces espèces-là. Alors pour le Gabonais lambda qui vous regarde, il se pose souvent la question de savoir quel est l'intérêt pour toute cette biodiversité que vous venez d'énumérer par rapport à la vie humaine, par exemple. Alors, tout ce que nous faisons aujourd'hui dépend directement de la biodiversité, dépend directement de la nature. Quand on dit biodiversité, effectivement, c'est un terme qui peut parfois paraître savant, scientifique, savant. Voilà, et éloigner un peu le lambda de ce qu'il y a derrière. Mais derrière la biodiversité, c'est la viande, ce sont les légumes, c'est le poisson que nous mangeons. Derrière la biodiversité, c'est le bois que nous utilisons pour faire notre mobilier. Ce sont les cours d'eau qui permettent d'alimenter nos barrages hydroélectriques et donc nous donner de l'électricité. Ce sont toutes ces questions, ce sont ces plantes qui permettent de fabriquer les médicaments qui soignent. Donc la biodiversité est effectivement intimement liée à notre vie et indispensable à la qualité de notre vie. On vante souvent les mérites donc, de cette biodiversité que l'on retrouve au niveau du Gabon, assez exceptionnelle, mais on vante également le leadership de ce pays, le pays d'Ali Bongo Ondimba, qui a pu s'illustrer à plusieurs sommets déjà avec ces questions de biodiversité. Peut-être nous rappeler, Monsieur le Directeur Général, quelles sont aujourd'hui les stratégies ou les mécanismes mis en place pour assurer la gestion de cette biodiversité? Alors, il faut tout d'abord rappeler que sur la dernière décennie dans notre pays, la question de la protection de l'environnement et de la biodiversité, ces deux questions ont été primordiales dans la stratégie de développement de notre pays. En 2009, lorsque le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a été élu à la magistrature suprême, son premier déplacement international officiel a été d'assister à la conférence des parties de Copenhague sur les changements climatiques. Et partant de ce fait et au moment où le plan stratégique Gabon émergent était en finalisation, ça a totalement transformé l'approche du développement dans notre pays. Aujourd'hui, le Gabon est doté d'une stratégie de développement durable
qui veut d'un côté pouvoir apporter le développement économique, social tant attendu par nos populations, mais de l'autre côté préserver ce patrimoine indispensable à nous aujourd'hui pour pouvoir produire, pour pouvoir avoir une vie de qualité, mais également aux générations futures et même à la planète lorsqu'on parle des questions, par exemple, de climat. Notre forêt joue un rôle important dans la régulation des températures. Et donc, notre stratégie a toujours été basée sur le fait de se dire, si on veut produire, et si on veut produire durablement, il faut pouvoir préserver la ressource qui nous permet de produire. Si on veut faire de la production massive de bois, par exemple, dans notre pays, il est important d'avoir toutes ces règles que nous avons mises en place, donc un code forestier, mais également une certification de toute l'activité forestière dans notre pays pour assurer un taux de renouvellement important de cette ressource. La même logique s'applique au secteur énergétique, dans lequel, par exemple, le Gabon a pris l'engagement de produire 80% de son énergie par des barrages hydroélectriques, donc de l'énergie renouvelable, mais 20% par toutes les autres formes d'énergie renouvelable, dont le solaire. Donc c'est cette stratégie aujourd'hui qui se décline dans tous les secteurs de développement de notre pays pour assurer la complémentarité, l'adéquation entre les besoins de production et les besoins de préservation. Alors aujourd'hui, il y a par exemple plusieurs populations au niveau de l'intérieur du pays, par exemple celle de Fougamou, c'est dans le sud du Gabon, qui vivent d'agriculture, de chasse. Comment ces populations-là pourraient, à leur niveau, contribuer à ce développement durable, donc en faisant de l'agriculture, en faisant de la chasse, en respectant les règles de durabilité? Alors, ces activités-là sont effectivement essentielles, d'une part pour la production, comme vous l'avez dit. Notre pays entend avoir atteint l'autosuffisance alimentaire, entend développer de grands programmes agricoles, notamment pour réduire le chômage, mais également pour des questions de sécurité alimentaire. Et de l'autre côté, ces activités-là ont un fort impact sur la biodiversité, ont un fort impact sur notre patrimoine, parce que qui dit agriculture dit utilisation des terres. Et donc, cette utilisation des terres doit être organisée, doit être régulée. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que notre pays a mis en place un plan national d'affectation des terres pour pouvoir définir où nous allons situer les grandes activités économiques, les grandes activités de production, l'agriculture, les mines, l'exploitation forestière. Donc pour le citoyen lambda qui se retrouvait dans une quelconque localité du Gabon, l'activité, par exemple, agricole, va devoir s'adapter à de nouvelles règles, partir d'une agriculture, par exemple, à l'époque sur brûlis, pour avoir une agriculture qui est plus sédentarisée et donc qui a moins d'impact sur nos émissions de gaz à effet de serre et sur la qualité de nos sols. Donc tous ces sujets-là, toutes ces questions-là sont véritablement au cœur de la contribution que chacun peut avoir pour la préservation de notre biodiversité. Est-ce qu'il y a quand même des relais au niveau de l'intérieur du pays, j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de communication au niveau de la capitale, donc au niveau de Libreville, sur ces questions d'environnement, de biodiversité, de préservation de biodiversité. Mais est-ce qu'il y a des relais aujourd'hui que le ministère peut employer pour édifier davantage ces populations de l'intérieur du pays, par exemple, qui étaient habituées, comme je le disais, à faire de la chasse et qui se retrouvent aujourd'hui à ce qu'on leur dise il est interdit pour le mois de décembre ou pour une période d'un an de chasser l'éléphant? Est-ce que il n'y a pas la crainte finalement de ce conflit déjà homme-faune qu'on connaît bien dans notre pays, même s'il est à un autre niveau et on aura l'occasion d'en parler? Est-ce qu'il n'y a pas le fait de transgresser aussi les principes qui sont établis par l'État à un niveau élevé et au niveau des provinces, on ne le respecte pas? Alors, la logique qui a été mise en place dans notre pays est effectivement d'assurer une inclusivité de toutes ces solutions-là et de toutes ces stratégies-là. En effet, vous avez pris un exemple sur la chasse, même si dans le cas de l'éléphant, quelle que soit Oui, la période de c'est l'année, complètement interdit. on ne le chassera pas. Intégralement Mais protégé. voilà, mais c'est pour dire que lorsque, par exemple, on délimite des périodes de chasse, des périodes de pêche, c'est simplement pour assurer que ces ressources-là aient suffisamment de temps pour se renouveler, pour pouvoir se pérenniser. Et donc permettre à ce chasseur ou ce pêcheur derrière de pouvoir continuer son activité sur du long terme. Si aujourd'hui on a une ressource, et je prends un exemple quelconque, si on nous dit qu'on a une centaine d'animaux d'une espèce particulière dans une localité et que la pression exercée consomme la totalité de cette centaine-là dans un temps réduit, c'est la fin de cette espèce-là. Alors l'idée est de pouvoir simplement réguler, ne pas empêcher qu'on puisse mener certaines activités, sauf pour les espèces intégralement protégées, mais réguler pour pouvoir assurer la pérennité de ces espèces-là. Et en termes de relais, justement, le gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes. D'abord, au niveau même de l'administration, au niveau de l'administration centrale, nous avons des démembrements dans ces localités-là. Que ce soit pour l'environnement, nous avons des brigades dans différentes régions de notre pays
Et que ce soit pour les questions plus globalement de gestion de forêt, nous avons des directions provinciales donc, qui assurent le relais sur Qui ont également le l'environnement, rôle de sur la faune, sensibiliser. voilà, Mhm. qui sensibilisent. Mais sur la question de la sensibilisation et de l'éducation, on n'en fait jamais assez. Et D'accord. aujourd'hui, le contexte de la Covid nous montre bien qu'il faut penser à de nouvelles solutions. Oui. On l'a vu dans le cadre de l'éducation, par exemple, avec la télééducation, où les enfants, les apprenants peuvent suivre leurs cours devant la télé. Nous voudrons aussi également développer des mêmes mécanismes, des mêmes outils sur les questions environnementales, avec l'appui des médias comme les vôtres, Pourquoi pas? pour pouvoir développer du contenu qui permettrait aux gens d'avoir une information, mais qui corresponde également à leur réalité, donc sur les questions très précises d'agriculture, de pêche, de faune et environnement de manière générale. Et d'ailleurs, la question se pose, Monsieur le Directeur général, en cette période de pandémie, comment se passe la gestion de cette biodiversité, autant marine que terrestre? Alors malheureusement, j'ai envie de dire, dans un tel contexte, il est très compliqué d'être totalement performant, mais la biodiversité et les agressions sur la biodiversité n'arrêtent pas. Donc ce qui fait que nous devons continuer l'activité, nous devons continuer de la sécuriser, de la protéger. Donc à travers nos parcs nationaux, par exemple, nous avons nos acteurs qui continuent d'agir sur le terrain, mais pour limiter, par exemple, également les risques de contamination, certains parcs ont été fermés d'accès au public pour ne pas contaminer et ceux qui y travaillent, mais également les animaux qui peuvent s'y retrouver. Oui. Sur des cas particuliers également, nous avons des interventions avec les autorisations prévues par le gouvernement. Et donc moi-même, la semaine dernière, j'ai effectué un survol, par exemple, de Gamba jusqu'à Chibanga pour pouvoir regarder l'état de notre côte et les éventuelles agressions, pollutions qu'on pourrait avoir dans ces zones-là. Donc nous continuons d'être opérationnels et d'assurer ce service-là en respectant bien sûr toutes les règles qui ont été édictées par le gouvernement. Est-ce qu'il y a un lien direct entre l'environnement, entre la biodiversité et la pandémie actuelle? Aujourd'hui, l'information scientifique que nous avons est très claire. Cette pandémie est une zoonose, c'est-à-dire une maladie d'origine animale qui s'est transférée à l'homme. Et elle est directement causée par la promiscuité qu'il y a entre nos activités humaines, entre le prélèvement intensif de cette ressource-là, en l'occurrence donc le pangolin et parfois on dit même la chauve-souris, qui a emmené à ce que progressivement les deux organismes puissent échanger et donc faire en sorte que cette maladie atteigne l'homme. Bien sûr, après, il y a toutes les questions de mondialisation qui ont fait en sorte qu'un phénomène qui peut-être il y a 50 ans aurait été extrêmement localisé, dans un monde avec autant d'échanges, a touché quasiment l'ensemble de la planète à ce jour. Mais effectivement, on part bien de la pression que nous exerçons sur ces ressources. Au niveau du Gabon, est-ce que le ministère a mis en place certaines décisions pour limiter notamment ce rapport entre l'homme et ces animaux pointés du doigt par rapport à cette maladie à coronavirus? Effectivement, sur la base des premières informations que nous avions, le Gabon a eu son premier cas déclaré de Covid-19 le 12 mars. Le 31 mars, le ministère de l'Environnement a pris un arrêté qui a interdit donc la détention, la chasse, la consommation du pangolin particulièrement, qui est incriminé dans ce cas-là. Donc nous avons très rapidement réagi en utilisant le principe de précaution qui est dans la loi sur le développement durable et la loi sur l'environnement de notre pays, qui nous a permis de sécuriser d'un point de vue légal cette activité et de mener ensuite des contrôles dans certains marchés pour vérifier si la norme était effectivement respectée et continuer donc ces activités-là de contrôle qui ne sont pas faciles parce que ce sont quand même des habitudes, des cultures qu'on demande aux personnes de changer et donc ils font effectivement un accompagnement dans ce sens. Il est vrai que ces questions sont assez transversales parce qu'elles font appel autant aux autorités sanitaires, aux autorités de la recherche scientifique qu'aux autorités de l'environnement. Est-ce qu'au niveau du Gabon, le ministère auquel vous appartenez, est-il capable aujourd'hui de contribuer par exemple à la recherche d'un remède, pourquoi pas, contre le virus ? Alors, nous sommes favorables à toute contribution qui permettrait de mieux comprendre ce qui s'est passé, de mieux comprendre le phénomène. Aujourd'hui, même au niveau international, les recherches sont encore tâtonnantes. Il y a beaucoup de spéculations sur les origines, mais sur également les mécanismes de fonctionnement de ce virus-là. Mais toutes les données dont nous disposons, que ce soit à travers les parcs nationaux, que ce soit à travers toutes les études environnementales qui sont menées dans notre département, nous sommes effectivement disposés à les mettre à contribution des experts qui voudraient mieux comprendre comment cette maladie fonctionne ou mieux déterminer son origine. Est-ce qu'il y a par exemple des études particulièrement faites sur le pangolin? Alors, directement sur le pangolin, pas à ma connaissance, mais il y a des études et des appuis qui, de manière globale, permettent de suivre un certain nombre d'espèces, de comprendre leur fonctionnement, et puis des études qui vont arriver là, dans le cadre de ce Covid-19, avec des appuis internationaux dans ce sens-là.
Alors, monsieur le directeur général, on parle de biodiversité aujourd'hui pour la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement. Et la question, comme je le disais déjà, la problématique de ce conflit homme-faune persiste au niveau du Gabon. Peut-être nous édifier sur les décisions récentes prises en termes d'avancées notamment. Alors, il faut bien comprendre que sur la question du conflit homme-faune, nous avons tout un processus qui enchaîne. Et traiter cette question en regardant seulement le bout de la chaîne, c'est dénier la réalité des choses et notre capacité à pouvoir réellement résoudre ce problème. Oui. Aujourd'hui, la solution la plus efficace qui a été déterminée, particulièrement dans le cas de l'éléphant dans notre pays, ce sont les barrières électriques. Mais les barrières électriques qui ont un coût et qui demandent une certaine technicité, donc pour lesquelles nous travaillons, nous collaborons avec des pays amis qui ont déjà développé ce type d'activité, Botswana, Kenya et d'autres. Mais également, nous avons des tests, donc dans la zone, par exemple, de Casamabika au Gabon, où une barrière électrique a pu déjà être installée. Et donc, comme je disais, dans toute la chaîne, nous avons des problématiques qui emmènent ces animaux-là à sortir de leur zone de confort. Nous avons les questions de braconnage qui emmènent les animaux à sortir, mais nous avons aussi les questions de changement climatique. La station de recherche de la Lopé, par exemple, a démontré qu'à peu près en 30 ans, nos arbres fruitiers desquels les éléphants s'alimentent ont perdu 30% de productivité. Ça veut dire que ces animaux-là, même en même nombre, auront moins de ressources énergétiques pour eux-mêmes et donc chercheront à les trouver et donc se rapprocheront des zones de plantation, etc. Et donc il nous appartient aujourd'hui d'adapter notre pays donc, à ces questions de changement climatique, mais également aux nouveaux comportements que nous pouvons observer dans ces zones. La biodiversité, c'est également, vous l'avez signifié, toute la flore dont dispose le Gabon au niveau particulièrement des arbres et des bois que l'on retrouve au Gabon. Est-ce qu'il y a eu un impact économique de cette pandémie sur le secteur ? Naturellement, comme tous les autres secteurs, le secteur du bois a été affecté à deux niveaux, notamment par les commandes internationales qui, même dans ces pays-là, ont régressé, mais également par la capacité de nos entreprises à rapidement se réadapter, on va dire, au contexte de travail à travers le Covid. Le ministère de l'Environnement, qui a également la charge de la question forestière, donc de la ressource forestière, mais également de l'industrie du bois, a mis en place des mécanismes pour accompagner, édicter des règles propres à l'activité de transformation, par exemple, pour accompagner ces opérateurs à déterminer les conditions dans lesquelles elles peuvent travailler. Et des inspections sont donc menées. Donc aujourd'hui, nous essayons d'optimiser la production dans le contexte qui est le nôtre, mais de sécuriser absolument les employés, les travailleurs de ces secteurs-là pour pouvoir garantir leur sécurité et leur santé, bien sûr. Donc aujourd'hui, on est essentiellement dans... en fait, vous êtes en train de rassurer, mais qu'est-ce qui est concrètement prévu pour la suite? Si la pandémie persiste, est-ce qu'on se retrouverait face à des chômages engrangés dans ces filières-là, notamment la filière bois? La lutte que notre département est en train de mener, c'est de faire en sorte que nous puissions être le plus résilients possible, que nous puissions au maximum nous adapter. Donc c'est un véritable challenge pour nos industriels et pour notre administration, mais un challenge qui est absolument surmontable. Donc, avec le temps, effectivement, le gouvernement l'a dit, il faudra s'habituer à vivre avec cette maladie-là. Donc, c'est simplement réorganiser les espaces de production en termes d'effectifs, en termes de proximité entre les personnes qui travaillent, en termes de rotation dans les temps de travail pour assurer cet équilibre-là et donc maintenir le maximum d'activité et limiter donc les chômages techniques ou les suppressions de postes dans les différents secteurs de production. Et donc aujourd'hui, c'est le travail que le département des forêts mène et assure pour l'instant avec un résultat plutôt positif. On revient sur cette biodiversité qui est inégalée au niveau du Gabon. Comment votre ministère met en place des stratégies pour promouvoir cette biodiversité, finalement pour attirer les touristes au niveau du Gabon? Alors aujourd'hui, cette question qui est effectivement transversale concerne différents départements. Et en ce qui concerne directement le département de l'environnement, nous travaillons effectivement à travers les parcs nationaux à garantir cette offre. Donc d'abord une offre en termes d'espace où cette biodiversité est visible, est accessible, mais également est bien conservée, d'espaces gérés, organisés. Ce serait assez compliqué de demander à des touristes ou même à certains de nos compatriotes de se lever et puis de commencer à aller en forêt sans avoir aucune indication, etc. Et donc, le rôle aujourd'hui de nos différentes organisations, départements de l'environnement, parcs nationaux, sert effectivement à travers les éco-gardes, à travers les informations qui sont disponibles, à travers maintenant les structures pour la partie plutôt hôtelière et promotion
des investissements dans ces secteurs-là, de faire l'adéquation entre les rôles des différents acteurs et donc de trouver le modèle qui permettra d'assurer une offre optimale. Et aujourd'hui, nous avons déjà des succès. Aujourd'hui, on peut aller visiter l'arboretum, par exemple, au Rapanda Walker, au nord de Libreville. Nous pouvons aller visiter le parc de la Lopé, dans le Goué-Vindo. Nous pouvons aller à Pongara. Donc, on a déjà une offre qui est existante et qui nous montre que ces succès peuvent être dupliqués partout à travers notre pays. Alors, il y a un fait, aujourd'hui, ça passe dans l'actualité, les forêts tropicales sont dévastées et les forêts du bassin du Congo ne sont pas épargnées, dont celle du Gabon. Comment, aujourd'hui, au niveau du ministère des Forêts du Gabon, on assure la survie des espèces qui seraient menacées? Alors aujourd'hui, la forêt est un enjeu mondial important. Et dans ce cadre-là, il y a tout un travail scientifique qui se fait pour comprendre et identifier comment notre forêt se comporte. Professeur Lee White, en sa qualité de professeur, mais également de ministre des Forêts, a contribué récemment à des travaux qui ont été publiés dans le journal scientifique Nature, également, qui a permis de faire une comparaison entre l'état des forêts d'Amérique du Sud et celle du bassin du Congo. Ces forêts sont malades. Aujourd'hui, elles stockent de moins en moins de carbone au fil du temps, mais la forêt d'Afrique centrale a montré plus de résilience et donc pendant plus de temps sera capable de stocker une quantité importante de carbone. Et donc dans ce cadre-là, nous travaillons à développer des pépinières. Le ministère et le ministre de l'Environnement a lancé des travaux d'une pépinière dans la zone de l'Arboretum, justement au nord de Libreville, pour pouvoir planter des espèces, pour pouvoir assurer ce maintien de certaines de ces espèces, mais également avec toutes les stratégies qui sont mises en place dans la gestion durable des forêts, notamment la certification dont on a parlé, mais toutes les politiques d'assurer des coupes qui soient organisées dans le temps permettent à notre forêt de se régénérer. Mais l'impact de notre forêt ne se limite pas qu'à ce que nous ressentons. La forêt d'Afrique centrale et donc du bassin du Congo régule les questions de température et de pluviométrie, notamment en Afrique de l'Est et même en Afrique du Nord, dans le sud du Sahara et dans les pays comme l'Éthiopie. Et donc la pression qu'il peut avoir sur cette forêt, dans l'un de nos pays et dans notre espace de manière globale, emmènera à des changements qui soient importants. Et aujourd'hui, l'augmentation donc du désert en Afrique australe peut emmener à ce que ces populations-là se rapprochent de nos zones et donc exercent plus de pression sur nos forêts. Et c'est pour ça que les politiques que nous menons au niveau national nous conduisent également à intervenir fortement au niveau international pour rappeler l'importance des interactions entre les différents pays, entre les différentes normes. Et c'est tout le sens donc de la politique diplomatique environnementale du président de la République pour faire entendre la voix du Gabon, pour protéger le Gabon. Cette année, il n'y aura pas de conférence des partis sur le climat reportée à l'année prochaine, comme on le disait déjà, en raison de la crise sanitaire actuelle. Peut-être revenir sur ces questions de biodiversité. Quelle serait la voix du Gabon à porter à cette conférence-là? Alors aujourd'hui, il y avait en 2020 un challenge très important sur la question de la biodiversité. C'est l'année lors de laquelle on devait définir le nouveau cadre mondial de la gestion de la biodiversité. C'était la COP qui devait se tenir cette année à la biodiversité, l'équivalent au climat de la COP 21 qui a eu à Paris en 2015. Malheureusement, le contexte ne permettra pas de réaliser cette COP cette année, mais le Gabon, dans un groupe de pays qui s'appelle la Coalition des pays pour une ambition pour la nature et les peuples, s'est engagé à promouvoir les solutions basées sur la nature tout au long de cette année pour arriver à ce que nous adoptions l'année prochaine un objectif de protection de 30% des terres et des océans. Et c'est cet objectif à travers lequel nous sommes convaincus que nous arriverons à assurer la résilience de la planète et protéger nos pays de manière générale, face aux pressions qui s'exercent sur cette ressource-là. Finalement, est-ce que le coronavirus aurait eu un effet positif sur la biodiversité ? Notre pays est résilient et donc s'adapte aux situations qui se présentent à lui. Et donc face au coronavirus, nous n'avons pas renoncé, mais nous avons rehaussé notre ambition et notre engagement. Est-ce que l'après-coronavirus, on peut l'envisager assez écologique ? Il doit être écologique. L'avant commençait déjà cette transition-là. Le corona est venu nous rappeler à quel point nous, êtres humains, nous sommes vulnérables. Et donc l'après doit être encore plus écologique et doit nous permettre d'accélérer toutes les questions de protection de la nature, de lutte contre les changements climatiques, d'adaptation aux changements climatiques et également donc, de protection et préservation de la biodiversité. Merci à vous, Monsieur Stanislas Stéphane Mouba. Nous sommes arrivés au terme de notre émission, sauf si vous vouliez rajouter quelque chose en rapport avec la thématique de cette année. Simplement nous rappeler qu'en tant que citoyens de ce monde, en tant que citoyens du Gabon, nous devons tous nous engager à contribuer à quelque niveau que ce soit à toutes les mesures qui peuvent préserver l'environnement et donc protéger notre biodiversité.
Ce sera donc votre mot de fin, Monsieur Stanislas Stéphane Mouba. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'environnement et de la protection de la nature du ministère des Eaux et Forêts du Gabon. Aujourd'hui, on parlait de la Journée mondiale de l'environnement qui a pour thème cette année 2020 la biodiversité, une source de préoccupation à la fois urgente et existentielle. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.